Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, bienvenue sur ce 56e épisode de Relationnellement Vôtre. Cette semaine, nous changeons de cap avec une autre de vos questions et nous allons en terre plus ou moins connue en abordant la thématique des émotions. Les identifier, les nommer et les exprimer d'une manière adaptée peut parfois être une promenade de routine et dans d'autres cas, le chemin est plus rocailleux. Se confronter à ces émotions peut s'avérer être une réelle difficulté, une souffrance, voire un blocage. Autant le dire dès maintenant, les problématiques rencontrées dans le fait d'identifier, de nommer et d'exprimer les émotions ne sont pas des problématiques propres uniquement au sexe masculin, car il ne s'agit pas d'une question de genre à la base, mais plutôt d'une question d'environnement familial, social et culturel. Si on veut pouvoir se détendre au sujet de l'expression de nos émotions, il me semble important de voir ou revoir quelques fondamentaux au sujet de ces ressentis qui animent notre quotidien. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'une émotion ? Tout d'abord, le mot émotion vient du latin emovere qui signifie mettre en mouvement. Il est plus difficile qu'on ne le pense d'apporter une définition au mot émotion, car en réalité, il n'existe pas une unique définition de ce qu'est une émotion, justement. En 1994, on recensait au moins 18 définitions, pour vous dire. Donc, je vous propose 2 définitions parlantes, fréquemment utilisées, à savoir tout d'abord qu'une émotion est un état de conscience complexe, généralement brusque et momentané, accompagné de signes physiologiques, comme par exemple un rougissement ou de la transpiration. Autre définition, une émotion est une réaction affective passagère d'intensité plus ou moins forte qui survient en réaction à un événement déclencheur. Il y a donc un registre à la fois psychologique et somatique à une émotion, et dans la mesure où les émotions surviennent dans un contexte particulier, il y a aussi un registre environnemental. Le psychologue Paul Ekman, pionnier dans l'étude des émotions, a identifié 6 émotions dites primaires. Il s'agit de la peur, la joie, le dégoût, la tristesse, la colère et la surprise. Si on devait les définir, on pourrait dire que la peur est une appréhension plus ou moins réelle ressentie face à une situation. La personne peut ressentir des tremblements, une hausse de la fréquence cardiaque, un rythme respiratoire altéré, voire une perte de conscience. La joie est une manifestation de plaisir profond, de plénitude, dont l'expression physiologique peut se faire par des battements de cœur plus fréquents ou plus lents. La respiration est plus ample avec une sensation de calme ou d'excitation selon les cas. En ce qui concerne le dégoût, il s'agit d'un rejet face à une situation ou à une personne et parfois même de façon irrationnelle. Vous pouvez être dégoûté par un plat, une odeur, l'aspect d'un lieu. Vous pouvez aussi être dégoûté par une personne ou par un comportement. La tristesse est une douleur émotionnelle générée par un sentiment de manque et de perte. Elle se manifeste parfois par des pleurs, une perte d'appétit, voire même un repli sur soi. En ce qui concerne la colère, elle se manifeste face à une agression, un désagrément, ou parfois même lorsqu'il y a une frustration. Il y a alors une augmentation du rythme cardiaque et respiratoire, avec souvent une contraction du corps, telle que les poings serrés, la mâchoire serrée, les sourcils froncés, etc. Et en ce qui concerne la surprise, elle survient face à un événement inattendu. Elle peut engendrer les mêmes caractéristiques que la peur, car elle dure peu, et peut se transformer en une autre émotion, telle que la peur justement, la colère ou le dégoût. Au-delà de ces 6 émotions de base, il existe une multitude d'émotions secondaires, selon l'intensité de chaque émotion bien sûr. Si vous êtes abonné à la newsletter, sachez qu'un tableau est à votre disposition dans l'espace qui vous est réservé. Vous y trouverez une liste de diverses émotions secondaires en fonction de ces 6 émotions primaires évoquées. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire via le lien qui se trouve dans la description de l'épisode et vous aurez ainsi accès aux bonus qui sont réservés aux privilégiés. Comment repérer, identifier, nommer les émotions lorsqu'elles surviennent ? Quel est leur rôle ? Pourquoi surviennent-elles ? Eh bien, ce sont tout autant de questions que je vous propose d'aborder dans cet épisode en partant des émotions primaires. Dans un premier temps, voyons comment identifier ces 6 émotions, justement. Pouvoir identifier une émotion passe tout d'abord par le fait d'avoir une certaine ouverture
à notre vie émotionnelle, en gardant bien sûr en tête qu'on veut entretenir un certain équilibre. Donc il ne s'agit pas de se centrer uniquement et totalement sur nos émotions, mais plutôt de tenir compte de cet aspect de notre être en acceptant la présence d'émotions et en traitant le message qu'elles nous apportent. En psychologie positive, on considère qu'il y a 3 dimensions dans l'identification émotionnelle, donc dans l'identification d'une émotion. Tout d'abord, il y a la conscience émotionnelle qui consiste à s'ouvrir à nos émotions, à repérer les mouvements émotionnels qui peuvent nous traverser. C'est avoir conscience qu'il se passe quelque chose en soi. On peut alors tenter de nommer l'émotion ressentie, c'est ce qu'on appelle l'étiquetage émotionnel. On nomme l'émotion en complétant par exemple la phrase « je me sens », et je vous laisse mettre derrière ce qui peut vous passer par la tête, avec l'étiquette émotionnelle adaptée. La 3e dimension dans l'identification émotionnelle, c'est la discrimination émotionnelle. C'est savoir faire la différence entre nos émotions pour utiliser l'étiquette la plus précise possible. 3 étapes permettent d'identifier plus facilement une émotion, à savoir sa valence. Il s'agit de se demander si l'émotion est agréable ou désagréable. Ensuite, il y a son énergie ou son intensité. Ça consiste à se demander si l'émotion est associée à un haut niveau ou un faible niveau d'énergie ou d'intensité. Et enfin, il y a la cause de l'émotion. Ça consiste à se demander ce qui a déclenché l'émotion en question, si c'est lié à la perte ou à la menace d'un besoin affectif, c'est probablement qu'il y a de la tristesse. Si c'est lié à un danger, c'est certainement de la peur. Et si c'est lié à des valeurs totalement opposées aux nôtres, c'est peut-être du dégoût ou de la colère. On peut également identifier une émotion à partir de ses composantes, des indices que nous avons. Il y a tout d'abord nos pensées qui nous renseignent sur l'émotion associée. Par exemple, si j'ai tendance à imaginer le pire avec tous les « et si » imaginés, il est fort probable que je ressente de la peur. Si j'ai des pensées de reproche en me disant « elle cherche à me provoquer en disant ça » ou « il a fait exprès d'agir comme ça envers moi », eh bien cela ressemble plus à de la colère. Il y a aussi, comme autre composante qu'on peut utiliser pour identifier une émotion, nos tendances à l'action. Regardez finalement quels sont les actes que nous avons tendance à poser lorsque nous ressentons une émotion. Si j'ai tendance à éviter la situation ou à la repousser, ça peut faire penser à la peur. Alors que si j'ai tendance à vouloir piquer l'autre, eh bien là, ça ressemble le plus à de la colère. Et enfin, 3e composante qu'on peut utiliser pour identifier une émotion, ce sont les changements physiologiques. L'activation physiologique de la peur et de la colère génère toutes les deux de l'énergie dans le corps, mais pas de la même manière. Donc ce sont des indices qui peuvent aussi nous aider à identifier ce que l'on ressent. Apprendre à être à l'écoute de notre corps permet de mieux cartographier nos états émotionnels, ça permet de mieux les nommer. Une fois qu'on sait ce qu'on ressent, c'est déjà un cap de franchi. Et ça peut être intéressant de savoir à quoi servent ces émotions, justement. Connaître le rôle des émotions nous aide à les comprendre. D'ailleurs, comprendre une émotion, c'est savoir déterminer le déclencheur, donc l'événement ou la situation qui y est rattachée, ainsi que les causes intérieures de l'émotion, à savoir quels sont nos besoins et quelle est notre évaluation subjective de la situation. Par exemple, je ressens de la colère lorsqu'une personne me manque de respect. Là, j'identifie mon besoin qui est le besoin d'être respecté. Et je détermine le déclencheur, à savoir lorsqu'une personne me manque de respect. Le manque de respect prend différentes formes, bien sûr, et là, je ne vais pas vous détailler tout ça. En tout cas, on a tendance à valoriser les émotions agréables, souvent appelées des émotions positives. Et donc, à l'opposé, les émotions négatives sont considérées comme des ennemis à éviter à tout prix. Eh bien, permettez-moi de vous dire que ce sont des représentations erronées. Aucune émotion n'est votre ennemi. Croire qu'une émotion est votre ennemi, c'est croire que les voyants qui s'allument dans votre véhicule lui sont nuisibles. On est d'accord que ces voyants sont un moyen de savoir ce qui ne va pas dans le fonctionnement de votre véhicule, n'est-ce pas ? Eh bien, nos émotions nous informent sur ce qui se passe en nous, en fonction de nos pensées et des éléments communiqués par notre environnement. Une émotion nous indique les situations et les événements qui représentent une opportunité ou une menace à la satisfaction de nos besoins. Elle nous indique quel besoin est frustré ou satisfait. Elle nous renseigne sur notre manière subjective d'évaluer la situation et sur nos représentations, nos croyances, nos schémas mentaux. L'émotion nous apporte aussi une information sur la manière automatique dont nous réagissons aux situations. C'est ce qu'on appelle la tendance à l'action, comme je vous le disais il y a quelques instants, à savoir fuir, agresser, garder son calme, etc.
Elles sont donc comme des alarmes, des alertes qui nous informent de ce qui se passe en nous par rapport aux situations vécues ou imaginées. Alors, que signifient plus précisément ces divers voyants, ces systèmes d'alarme émotionnels, notamment pour les 6 émotions primaires ? Je vous propose de le voir en commençant par la joie. La joie nous permet de voir que nous sommes en adéquation avec notre environnement, en nous incitant à renouveler cette expérience. Votre sourire et votre mine réjouie font passer le message à votre entourage « J'aime ça !» En identifiant vos moments de joie, vous pouvez apprendre à connaître ce qui vous fait du bien, ce qui nourrit vos valeurs et vos besoins. La joie permet aussi de nous mettre en action. Souvent, pour reproduire cet état de plénitude, elle contribue donc à notre bonheur et à notre plaisir. De son côté, la peur, cette émotion qui nous permet de nous prémunir d'un danger réel ou perçu, semble indispensable pour se protéger par exemple d'une voiture qui arrive à toute vitesse dans notre direction. La fuite est vitale. Par contre, nous pouvons percevoir des dangers qui n'existent que dans notre esprit. Et apprendre à distinguer les peurs qui sont basées sur des situations concrètes de celles que notre mental fabrique est nécessaire pour adapter notre réponse. Prenons par exemple la peur ressentie à l'approche d'un entretien d'embauche en pensant au nombre de concurrents reçus. Ruminer pendant des jours et des jours en vous disant que vous ne serez pas à la hauteur ne vous aidera pas. Par contre, choisir de faire tout votre possible pour bien vous préparer est une alternative constructive. En ce qui concerne le dégoût, il nous permet de nous éloigner de ce qui pourrait nous nuire, voire nous tuer. C'est souvent le cas pour l'alimentation, mais cela peut être le cas aussi vis-à-vis de situations ou même de personnes. Cette émotion est souvent liée à des valeurs, mais aussi à notre culture. Nous estimons de bon goût de se comporter de telle ou telle manière. Et le dégoût est clairement lié à un jugement sur ce qui est bien ou mal à nos yeux. Cela nous permet de savoir ce que nous considérons comme bon ou mauvais et de connaître aussi les valeurs qui sont les nôtres. En cultivant ces valeurs, nous pouvons alors avoir plus de joie et de bonheur, nous sentir plus alignés. La tristesse maintenant, elle nous permet d'exprimer les difficultés émotionnelles. Elle envoie le message à notre entourage « je ne suis pas bien, je ne vais pas bien ». Cela leur permet de venir nous soutenir, car il est important de ne pas rester seul. Et certaines théories suggèrent aussi de s'isoler temporairement pour prendre le temps d'accéder à cette tristesse. À vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Ensuite, la colère. La colère permet d'exprimer ce qui nous blesse, ce qui nous dérange. Il s'agit bien souvent d'une limite qui a été franchie, d'un besoin qui n'a pas été pris en compte, d'une valeur qui a été bafouée, etc. Parfois, la colère s'accumule et cela peut se transformer en haine ou en désir de vengeance. Il est donc primordial de prendre le temps d'exprimer ce qui vous agace avant que cela ne prenne trop d'ampleur. La colère peut souvent cacher d'autres émotions, telles que la peur par exemple. Donc, posez-vous vraiment la question. Qu'est-ce que je ressens là ? Vous allez sûrement être surpris de ce qui va émerger. Est-ce de la peur ? Est-ce de la déception ? Est-ce de la tristesse ? Ensuite, la surprise. Cette émotion est une réaction à un événement inattendu, comme je le disais en introduction, et elle nous incite à nous extraire d'une situation potentiellement perçue comme dangereuse. Lorsqu'on est surpris par quelque chose, c'est qu'on ne s'y attendait pas, bien sûr. Cette chose peut être vraiment surprenante, mais pas toujours. Et oui, il peut arriver qu'on soit surpris par une situation dont on avait l'intuition que cela risquait de se produire. Par exemple, vous êtes surpris de la réaction immature d'un collègue dont vous aviez pourtant perçu le comportement égocentré. Autre exemple, vous êtes surprise par une démarche profondément touchante de la part d'une personne dont vous connaissiez la bienveillance. Comme vous pouvez le constater, chaque émotion a un rôle, une mission. Le hic, c'est quand on ne sait pas toujours comment exprimer ce qu'on ressent, quoi faire de ces réactions internes sur lesquelles on n'a pas forcément de contrôle, sachant qu'avoir un contrôle total sur nos émotions serait ambitieux. Là-dessus, autant avoir en tête qu'on peut maîtriser ce que l'on va faire de l'émotion ressentie. Mais on ne peut pas contrôler le fait qu'une émotion survienne ou ne survienne pas. Ce n'est pas parce qu'une émotion nous incite à aller dans une direction que nous sommes contraints de le faire. Nous pouvons prendre le temps avant d'agir en nous demandant si cette voie nous aidera ou au contraire si elle posera problème. Alors la suite logique, une fois qu'on y voit plus clair dans l'identification et la compréhension de nos émotions, c'est de savoir comment les exprimer, comment les gérer. Et il faudrait au moins un épisode entier pour y répondre. Dans la mesure où nous aurons plusieurs épisodes sur la thématique des émotions, divers trucs et astuces concernant la gestion des émotions vous seront partagés. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit récap à la fin de la série d'épisodes sur la thématique des émotions, sachant que c'est un sujet vraiment riche.
Alors peut-être que vous vous dites, c'est bien beau tout ça, tout ce qui vient d'être dit là, mais que faire quand on n'a pas appris à repérer, à nommer et à comprendre nos émotions ? Parce qu'il est vrai que les émotions se découvrent et s'apprivoisent dès le plus jeune âge. Un enfant n'ayant pas le recul nécessaire sur ses ressentis, ni le recul nécessaire sur les liens existants entre son environnement et ses réactions, c'est l'entourage qui est censé favoriser l'apprentissage du lexique émotionnel, de la discrimination émotionnelle et surtout l'apprentissage de l'éventail des comportements dits adaptés en pointant significativement ceux qui ne le sont pas et en valorisant positivement ceux qui le sont. Malheureusement, nous sommes loin d'être égaux sur le plan des apprentissages et ça inclut les apprentissages émotionnels. Alors, que faire pour compenser cette carence ? Eh bien, voici quelques clés en bonus. Tout d'abord, sachez qu'il n'est pas trop tard pour reprendre les bases. Il y a quelque temps d'ailleurs, j'ai échangé avec une personne qui se reconnaîtra et que je remercie vraiment du fond du cœur pour le partage enrichissant de son expérience. Elle me disait que face à ce manque de connaissance des émotions, bien qu'adulte, elle a repris des livres pour enfants afin d'apprendre ce que sont les émotions et apprendre à les reconnaître avec des outils simples. Quel bel exemple, n'est-ce pas ? Donc sentez-vous libre d'en faire autant sans en rougir. Au moment où cette personne en a eu besoin, il n'y avait pas autant d'éléments sur l'intelligence émotionnelle qu'on peut en trouver aujourd'hui. Donc, dans la mesure où l'intelligence émotionnelle est une compétence dont on reconnaît de plus en plus l'importance, vous avez désormais accès à divers supports pour vous expliquer de manière accessible à tous ce que sont les émotions, comment les reconnaître et les étiqueter petit à petit, comprendre ce qu'elles signifient pour vous. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de quelques ressources en description de l'épisode. Il y a des exercices que vous pouvez faire en reprenant des éléments cités dans la partie identification des émotions. Vous pouvez vous demander, que se passe-t-il en moi ? Comment est-ce que votre corps réagit ? Est-ce que vous transpirez ? Est-ce que vous avez la sensation justement que votre respiration s'accélère ou au contraire qu'il y a un calme de plus en plus présent ? Comment est-ce que vous vous sentez ? Est-ce que vous vous sentez triste, en colère, dégoûté ? Est-ce agréable ? Est-ce désagréable ? Est-ce que c'est intense, peu intense ? Et surtout, qu'est-ce qui a déclenché cette émotion ? Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça tout seul. C'est quand même plus sympa d'être accompagné quand on acquiert une nouvelle compétence, donc vous pouvez solliciter l'aide d'un ou d'une professionnelle. Ça peut vraiment vous aider pour mettre des mots sur ce qui se passe en vous, pour vous libérer aussi de tout complexe vis-à-vis de cette acquisition, parce que parfois il peut y avoir un sentiment de honte rattaché au fait d'être adulte et de ne pas savoir identifier ses émotions, ni les comprendre ou les exprimer. Ça peut aussi vous aider d'avoir un regard d'expert concernant la discrimination de vos émotions et de vos sentiments. Quand on n'est pas habitué à prêter attention à ce qu'on ressent, on peut se tromper dans les étiquettes attribuées. Par exemple, dernièrement, un patient a découvert qu'il confondait la colère et la frustration. Il avait la sensation d'être constamment en colère sans comprendre pourquoi. Il s'est convaincu d'avoir un problème de gestion de la colère, et en quelques séances, il a réalisé que plusieurs frustrations se sont accumulées, et que ces frustrations n'ayant pas été identifiées, il n'a pas pu les gérer. Et ce qui pouvait ressortir comme de la colère était en fait cette frustration accumulée. Maintenant que la lumière a été faite sur ces ressentis, nous travaillons ensemble sur les manières d'agir pour sortir de la frustration et non la subir, plutôt que de travailler sur la gestion de la colère. Donc surtout, allez-y à votre rythme. Rome ne s'est pas construite en un jour, comme on dit, donc amener du changement dans votre accueil des émotions est un changement significatif. Or, plus un changement est important, plus il est nécessaire de prendre son temps pour intégrer et asseoir les éléments qui le composent. C'est ce qui vous permettra de bien vivre le changement et surtout de faire en sorte que l'évolution soit durable. Alors, petite précision, il risque d'y avoir des pas en avant puis quelques pas en arrière. Des mouvements comme ça où vous avez la sensation d'avancer puis de régresser. C'est totalement OK. Quand on se sent insécurisé, on a besoin de revenir à quelque chose qu'on connaît, quelque chose qu'on maîtrise, quelque chose de familier, le temps de retrouver une certaine stabilité et une sécurité intérieure suffisante pour aller à nouveau de l'avant. Donc, ça fait partie du processus et c'est totalement normal. Allez-y, et le meilleur est vraiment devant vous. Vous verrez, vos relations vous en remercieront. Voilà, ce 56e épisode du podcast est terminé. Il contient pas mal d'informations, donc si vous avez besoin de précisions, d'éclaircissements, vous pouvez envoyer vos questions par mail à l'adresse relationnellementvôtre@gmail.com. On va poursuivre sur la thématique des émotions durant quelques semaines, et d'ailleurs, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro de l'émission Parlons Relations, Parlons Vrai, dans lequel nous tenterons de répondre à une autre de vos questions.
à savoir comment se ressaisir quand on se sent submergé par une émotion intense. Surtout pensez bien à vous abonner à la newsletter ainsi qu'à la chaîne YouTube afin d'être informé de la mise en ligne des supports proposés. Les liens se trouvent dans la description de l'épisode. Bon, eh bien on se dit donc à très vite et surtout, continuez à prendre bien soin de vous, relationnellement vôtre.